Bonjour et bienvenue dans les 4V, Gérald Darmanin. Bonjour. Le pays vit dans un climat particulier, on va dire, depuis plusieurs semaines. Et on a appris que 3 manifestants seraient jugés au mois de septembre pour avoir fait des bras d'honneur et insulter le président de la République en Alsace. C'était il y a quelques jours. Faut-il vraiment judiciariser la grossièreté et la bêtise ? Les insultes, les actes de diffamation, évidemment qu'il faut bien sûr les sanctionner, qu'ils touchent le président de la République ou qu'ils touchent n'importe quel des citoyens. On ne peut pas laisser des personnes insulter, comme on l'a vu sur vos images, le président de la République ou n'importe quelle Française ou n'importe quel Français. Ça veut dire que les insultes et les bras d'honneur, ça passe à l'Assemblée mais pas dans la rue. C'est un peu l'impression que ça peut donner. Non, à l'Assemblée, il y a une police spéciale, qui est la police de l'Assemblée. D'ailleurs, la présidente de l'Assemblée, elle permet de prendre des sanctions contre les parlementaires. Mais Et ça ne va pas jusqu'à 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Non, mais on n'y aura pas 1 an de prison, j'imagine, et 15 000 euros d'amende, vous le savez bien, c'est une peine maximale, mais on ne peut pas traiter le président de la République des noms qu'on a entendus, c'est pas possible. On peut en France en débattre, on ne peut pas en découdre. Et lorsque l'invective, lorsque l'insulte remplace l'argument, on est dans une période particulière de la démocratie. C'est un des symptômes de ce que certains appellent la crise de la démocratie, la crise démocratique du moment ou pas, ça ? Moi, j'ai fait campagne pour Jacques Chirac. Et on traitait Jacques Chirac de tous les noms en 2002 lorsque j'étais militant. J'ai connu Nicolas Sarkozy. Ouais. On ne peut pas dire que tout le mandat de Nicolas Sarkozy ait été pavé de roses. Bien au contraire, il y a eu beaucoup d'insultes contre Nicolas Sarkozy. François Hollande, j'ai été parlementaire lorsque le président Hollande était président. On ne peut pas dire qu'il était extrêmement populaire. Donc vous savez, des moments où on s'en prend au pouvoir, on pense que le président de la République, le gouvernement, les politiques sont en responsabilité et c'est eux qui doivent répondre de ces questions, c'est normal. Il n'y a pas de crise démocratique tous les 5 ans dans notre pays. Le chef de l'État accorde donc une interview aux Parisiens ce matin, ça fait 1 an qu'il a été réélu. Il dit qu'il veut se réengager dans le débat, on va donc le voir plus. Vous n'avez pas l'impression que beaucoup de Français voudraient plutôt le voir moins que plus, ce chef de l'État, aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je pense que le président de la République, objectivement une interview qui permet aux Français, je crois, de voir où il veut aller, où veut aller le gouvernement. C'était la question qui lui a été posée depuis plusieurs semaines. Le président de la République, il est élu directement par les Français, il doit expliquer où l'on va. Et je pense qu'il l'a dit sur l'immigration, sur l'économie, sur les prix, sur l'école, sur l'écologie. Il a fait une longue interview où il explique les choses. Et c'est normal, quand on est élu directement par les Français, de pouvoir, peut-être encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent, expliquer où il veut mener la France, où il veut mener les Français, et créer ainsi le débat démocratique. Peut-être qu'il n'a pas été assez présent, justement. Vous trouvez, vous, qu'il n'a pas été assez présent ? Oui, je pense que le président de la République, au lendemain des élections présidentielles, et puis sans doute pendant cette période particulière de la réforme des retraites, qui est une réforme extrêmement difficile, personne n'en dit ce qu'on vient, aurait pu davantage parler, il le dit lui-même. C'est une très bonne chose que désormais il le fasse. Le rejet de sa personne par une partie de la population, parfois radicalisée, c'est quelque chose qui vous inquiète aujourd'hui ou pas ? Mais comme je vous l'ai dit, ce rejet, comme vous l'appelez, et pour une partie de la population, évidemment, est palpable. Il touche d'abord tous les politiques. Il n'y a pas que le président de la République qui peut être ici ou là impopulaire. Tous les hommes et femmes politiques sont touchés par cette impopularité. Ceux qui sont en responsabilité le sont plus que ceux qui sont dans l'opposition. C'est normal, puisque nous prenons des décisions. Et à ce titre, nous fâchons des personnes, ce qui est bien logique, mais on le fait pour l'intérêt du pays ou pour ce que nous pensons être l'intérêt du pays. Et puis troisièmement, il a touché tous les présidents de la République. Et Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy et François Hollande ont été touchés par cette impopularité. Donc n'ayons pas une mémoire courte et constatons que le président de la République, il est courageux, il explique, il va devant les Français, il n'est pas planqué ou caché dans son palais à l'Élysée, il est au contact avec les Français, même si cela est parfois difficile. Gérald Darmanin, c'est une année qui en tout cas a été marquée par des contestations importantes, à commencer bien sûr par celle des retraites depuis le mois de janvier. À ce propos, les mobilisations prévues le 1er mai, les manifestations sont-elles un motif d'inquiétude pour le ministre de l'Intérieur que vous êtes ? Alors d'abord, le ministre de l'Intérieur et les policiers, les gendarmes, les préfets doivent tout faire pour que les gens qui veulent manifester le font dans de bonnes conditions. Et qu'importe le nombre de ces personnes qui seront là, notamment le 1er mai, n'importe où en France. Donc notre travail, je vois ce matin les préfets, notre travail c'est d'organiser ces manifestations, de mettre un maximum de policiers et de gendarmes. Il y aura un maximum de policiers même et de volume, gendarmes. même proportion à peu près que pour les précédentes ? Peut-être même un petit peu plus importante, parce qu'on sait tous que le 1er mai est un moment important de rendez-vous pour les travailleurs, pour ceux qui veulent par ailleurs contester la politique économique ou sociale du gouvernement. Et donc nous y travaillerons pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors en même temps, il faut bien voir que si la manifestation, et c'est logique, est un droit démocratique constitutionnel que l'on doit garantir, la manifestation violente n'est pas autorisée. Donc nous travaillons très bien avec les syndicats et on sait tous qu'il y a quelques centaines de personnes à chaque fois dans ces manifestations qui viennent non pas pour revendiquer, mais qui viennent pour casser, et ceux-là, on doit les interpeller. Vous avez l'impression que le plus dur est passé sur cette réforme des retraites ou pas encore ?
Non, le plus dur, évidemment, est à venir pour tous les Françaises et les Français qui vont travailler davantage. Vous savez, c'est une réforme qui n'est pas facile. Et dire aux Français qu'on doit travailler davantage, c'est pas facile. Chez moi, à Tourcoing, les ouvriers, les employés, ils savent bien que travailler 2 ans de plus, c'est difficile. Et je ne vais pas être de ceux qui disent 2 ans de plus, c'est pas grand-chose. En revanche, comme l'a fait le président de la République, leur expliquer que ça paye leur retraite, le bien de ceux qui n'en ont pas, que ça permet d'investir dans l'école, que ça permet de faire la transition écologique que les nouvelles générations attendent, je pense que c'est un travail qu'on doit faire au quotidien. Vous évoquiez les radicalisés qui viennent perturber les défilés depuis quelques semaines autour de la réforme des retraites. On a aussi redouté le pire dans le Tarn samedi quand était annoncée une manifestation contre le projet d'autoroute A69, un prolongement qui doit relier Toulouse à Castres d'ici 2025. Ce lieu sera le prochain objectif de l'ultra-gauche. Nous attendons une centaine d'individus radicaux, c'est ce que vous disiez vous. Finalement, tout s'est bien passé samedi. Est-ce que crier avant d'avoir mal, c'est la nouvelle méthode de Gérald Darmanin ? D'abord, il y a eu, lors de cet endroit particulier dans le Tarn, pour la construction d'autoroute qui est soutenue par le ministère des Transports, il y a eu beaucoup de monde, quasiment 5000 personnes. Ensuite, il y a eu, parmi ces beaucoup de monde, une centaine d'individus radicalisés qui étaient présents. Ils se sont pris à une ferme, ils ont attaqué des gendarmes. C'était pas Sainte-Soline. Ils ont attaqué des gendarmes. Il y avait énormément de gendarmes sur place. Le préfet a fait un excellent travail. Il y a eu aussi pour la première fois des drones qui ont pu voler. Je rappelle d'ailleurs que la différence avec Sainte-Soline, c'est qu'on a donné les moyens à la police et à la gendarmerie. Je parle de la justice. Un décret est sorti pour pouvoir faire voler ces drones et avoir ces images. Et là, c'était un rassemblement autorisé. Et par ailleurs, alors il y a eu un rassemblement autorisé à Sainte-Soline, je le rappelle aussi, qui s'est très bien passé. Celui qui ne s'est pas bien passé, c'est la manifestation interdite. C'est des choses extrêmement différentes. Et puis, il faut bien avouer que dans ce coin du Tarn, parce que nous avons un certain nombre de menaces qui pèsent sur un certain nombre de groupuscules que moi je considère comme extrêmement violents, comme les soulèvements de la terre, sous la menace de la dissolution, peut-être qu'ils ont moins agi violemment. C'est une très bonne chose. La semaine dernière, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'est insurgé contre la fraude sociale. J'imagine que vous avez entendu ces propos. Nos compatriotes en ont ras-le-bol de voir des gens qui peuvent bénéficier de prestations sociales et les renvoyer au Maghreb. Est-ce que le ministre de l'Intérieur que vous êtes fait un lien aussi direct entre fraude sociale et immigration ? Non mais Bruno Le Maire a eu raison de dire des mots avec les mots des Français. De quoi parle-t-on ? On parle aujourd'hui de Français qui travaillent, à qui on va demander 2 ans de plus. Mais on parle aussi d'étrangers qui sont sur notre sol, qui travaillent, à qui on va demander de travailler 2 ans de plus. Et ils trouvent qu'il y a 2 inégalités dans ce que nous proposons, les Français. D'abord vis-à-vis de leur patron, vis-à-vis du capital. Il faut mieux répartir entre l'argent du travail et l'argent du capital. Et puis vis-à-vis de leurs voisins. Et encore une fois, chez moi à Tourcoing, je ne constate que des gens qui m'expliquent qu'eux, ils sont prêts peut-être à travailler 2 ans de plus. Mais pourquoi, si on cherche des cotisations supplémentaires, du travail supplémentaire, on ne force pas celui qui est à côté, qui ne travaille pas et qui gagne peut-être pas autant que lui, mais quasiment autant que lui. Voilà. Et donc notre travail, nous, aujourd'hui, c'est de dire à ceux qui ne travaillent pas ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont un handicap, par exemple, ceux qui ne veulent pas travailler, qui doivent toucher moins de prestations sociales, si jamais ils ne vont pas travailler. J'entends votre raisonnement que beaucoup de Français partagent sans doute, mais ma question c'est est-ce que vous faites un lien entre l'immigration et la fraude Il y a une partie de la fraude sociale qui est le fait d'étrangers. Elle n'est pas l'intégralité de la fraude sociale, ça veut dire évidemment. Quelle proportion ça va de quelle... Parce que c'est dur par définition de chiffrer des fraudes. Mais ce qu'a dit le ministre de l'économie, c'est qu'à partir de cet été et à partir du 1er janvier 2024 pour une autre grande partie des prestations, ce ne sera plus possible. Donc je crois qu'il y a une mission qui a été lancée par le gouvernement à la demande de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal. Elle aura l'occasion de chiffrer, mais on connaît tous des abus. On les connaît tous, ces abus. Des gens qui restent 6 mois sur le territoire national et qui vont ailleurs toucher des prestations sociales. Donc il faut être clair. Les prestations sociales sont importantes, elles sont normales, nous les avons augmentées. Elles ne sont là que pour aider les gens qui sont dans le besoin, pas pour aider les gens à frauder. Il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est celui sur l'immigration. Quand il arrivera devant le Parlement, soit à l'Assemblée, soit au Sénat, vous avez un calendrier ou pas ? Le président de la République a répété ce matin dans le Parisien qu'il fallait ce projet de loi, qui est un projet de loi ferme et qui permet l'intégration des étrangers. La Première ministre discute en ce moment avec les responsables de l'opposition de la majorité. Elle fait une conférence de presse cette semaine. Vous souhaitez que ce soit Moi, je souhaite que ce soit Ça veut dire quoi plus rapidement possible. La fin de session parlementaire est bientôt, c'est à la fin du mois de juin. Mais donc le plus rapidement possible. Donc, il faut que cette année, nous ayons évidemment un projet de loi voté par le Parlement. Et alors, un projet de loi ou des projets de loi ? Est-ce que ce texte sera saucissonné pour mieux en faire avaler une partie à la droite, une partie à la gauche ? Ce serait un texte unique. Parce que là-dessus, Emmanuel Macron a changé d'avis. Il voulait plusieurs textes quand il a parlé aux 13h de France 2 et de TF1 le 22 mars. Et là, dans le Parisien, il dit « Je veux une loi efficace et juste en un seul texte tenant cet équilibre ». Vous ne dansez pas le tango tout seul. Il faut être 2. Il y a le gouvernement et le président de la République d'un côté et il y a le Parlement de l'autre. C'est normal, c'est comme ça qu'on fait adopter un projet de loi.
Au Parlement, il y en a toujours un qui mène la danse. Au Parlement, oui, il me semble que ça doit être le président de la République. Ouais. Ça me paraît assez logique. Bon, mais au Parlement, nous n'avons pas de majorité absolue. Ça ne vous aura pas échappé. Il faut donc discuter avec les forces politiques. Il faut que nous apprenions ça en France. Accepter de vous dire, bah oui, il faut qu'on discute avec les forces politiques et notamment les Républicains, mais pas seulement, pour nous mettre d'accord sur le calendrier et le contenu du texte. Gérard Larcher, le président du Sénat, ne veut pas d'une loi à la découpe, il veut un seul texte. Oui, mais nous disons aussi à Gérard Larcher qu'il faut l'inscrire désormais à l'ordre du jour du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc voilà, il reste quelques jours. Donc ça veut dire que c'est pas tranché. Un texte ou plusieurs textes, c'est pas tranché. Moi, nous sommes pour un seul texte qui permet à la fois la lutte contre la délinquance étrangère, permettre aux étrangers d'avoir des papiers que si et seulement si ils parlent français, et en même temps bien intégrer ceux qui sont sur notre sol national. C'est un texte cohérent, c'est un texte difficile, mais c'est un texte que veulent les Français. Les Français, ils veulent qu'on soit plus ferme sur l'intégration, plus ferme sur l'immigration, et je pense qu'on peut s'entendre avec Gérard Larcher sur ce point. Et il faut parfois danser le tango à trois. Il y a Elisabeth Borne, la Première ministre également, qui est dans l'affaire. Elle a exclu le recours au 49.3 pour les autres hors texte budgétaire. Vous êtes d'accord, ce texte sur l'immigration ne passera pas par le 49.3 ? D'abord, par définition, je suis toujours d'accord avec Madame la Première ministre. Ça, c'est la langue de bois obligatoire. Non, mais c'est pas vrai. Elisabeth Borne est une femme extrêmement courageuse. Elle mène son gouvernement. C'est elle qui engage la responsabilité de son gouvernement et je me range évidemment à ses décisions. Donc ça sera son choix. Si elle décide qu'il n'y aura pas de 49.3. Ce sera notre choix. Vous savez, le 49.3, il se décide par tout le Conseil des ministres. C'est le gouvernement qui engage sa responsabilité à la demande du Premier ministre. Et donc au Conseil des ministres, nous donnons notre avis. Et mon avis va avec celui de la Première ministre. L'immigration clandestine, sujet majeur à Mayotte, où vous avez lancé une vaste opération de démantèlement des bangars, les bidonvilles là-bas. Qu'allez-vous faire des personnes qui seront délogées dans les prochains jours, dans les prochaines heures ? D'abord, l'opération qui se déroule à Mayotte, où il y a aujourd'hui 1800 policiers et gendarmes, ça n'a pas de précédent dans l'histoire de la République, vise d'abord à interpeller des délinquants. Il y a une soixantaine de personnes qui sont dans des bandes armées, qui tuent, qui pillent, qui font comme ce week-end, nous avons interpellé des personnes qui font de la prostitution. 4 personnes ont été interpellées ce week-end par des gendarmes pour mettre fin à des réseaux de prostitution. Donc d'abord, c'est une opération anti-délinquance. Parce qu'à Mayotte, vous en faites assez la une de vos journaux, et il y a beaucoup de délinquance. Et les Mahorais ne sont pas des sous-français. Ils sont aussi français que les habitants de Tourcoing ou de Marseille. Il y a aussi beaucoup de clandestins. La moitié de la population est faite de clandestins. Est-ce que votre objectif, c'est de renvoyer la moitié de la population de Mayotte ? D'abord, l'opération, c'est une opération anti-délinquance. Ensuite, c'est une opération anti-bidonville. Parce qu'il y a des bidonvilles à Mayotte, sans eau, sans électricité, sans gaz, avec des bébés, des vieillards. Et ça, ce n'est pas possible sur le sol de la République. Et puis, il y a des personnes qui sont en situation irrégulière. Eh bien, ces personnes en situation irrégulière, nous les expulsons, si je veux dire, classiquement. Mais c'est la moitié de la population. Votre projet, c'est d'expulser la moitié de la population de Mayotte aujourd'hui ? Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est que d'abord, c'est une opération anti-délinquance, une opération anti-bidonville. Et puis, quotidiennement, vous savez, nous expulsons des personnes vers le Madagascar, vers l'Afrique des Grands Lacs. C'est 25 000 personnes par an. C'est un peu Sisyphe, hein. C'est 25 000 par an, il y en a toujours autant. Oui, mais quand j'étais maire de ma commune, monsieur, si vous dites à des gens qui viennent vous voir, oh là là, la rue est toujours avec des trous dans le trottoir, ou il y a toujours sont mal garés, que je vous dis, bah monsieur, c'est Sisyphe, c'est toujours comme ça, vous ne rayerez pas votre maire. Et sauf que les Comores ne veulent pas récupérer leur ressortissants. C'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Les Comores ont récupéré 25 000 personnes l'année dernière. Le ministre de l'Intérieur comorien samedi, mon gouvernement a clairement affiché sa position, il n'acceptera pas d'expulsion. Mais ce n'est pas le cas. Hier, par exemple, un bateau est parti de Mayotte et est arrivé aux Comores. Donc entre le discours politique et la réalité du terrain, nous avons un intérêt bien compris avec le gouvernement des Comores, parce qu'eux-mêmes, les Comores, subissent une immigration qui vient de Madagascar et l'Afrique des Grands Lacs. Il y a à Mayotte une opération d'ordre public qui n'a jamais existé. Et nous disons aux Mahorais que nous ne les abandonnons pas. Moi, je suis allé une dizaine de fois à Mayotte. C'est un territoire absolument magnifique. Ça pourrait être aussi beau et aussi touristique que les Seychelles. Pour des raisons de sécurité. Oui, mais c'est un territoire magnifique, Mayotte. Et tout le monde s'en fiche depuis très longtemps. Et avec le président de la République, nous sommes les premiers à nous en occuper véritablement. Une question sur le terrorisme islamiste qui a coûté la vie à Samuel Paty. Après son assassinat, un fonds de 2,5 millions a été créé, le fonds Marianne, par Marlène Schiappa. C'était en 2021. Aujourd'hui, il y a des doutes sur l'utilisation de cet argent par quelques associations qui ont pu en percevoir. Est-ce que vous partagez ces doutes ? D'abord, le fonds Marianne est un fonds important. Il a permis à aider contre l'islamisme radical. Que dans ces 2 millions d'euros, il y a eu des gens qui ont manifestement mal utilisé l'argent public. La justice va le dire. J'ai moi-même saisi la justice avec un article 40 au procureur de la République et nous avons créé une propre inspection qui va rendre bientôt son rapport et on donnera tout évidemment au Parlement. Moi je veux dire que Marlène Schiappa a été une magnifique ministre auprès de moi pendant 2 ans. Il n'y a rien à lui reprocher sur ce dossier ? Je ne le crois pas.
Je crois qu'elle a fait son travail, elle l'a fait très courageusement. Qu'il y ait après, par la suite, des dysfonctionnements dans certaines associations à qui on a donné de l'argent, il faut évidemment, dans ces cas-là, en tirer les conséquences et sanctionner ces personnes. J'ai une dernière question, Gérald Darmanin. Vous avez annoncé la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, ceux de moins de 5 km/h. Vous avez fait un mea culpa sur le mariage pour tous qui fête ses 10 ans. J'étais contre, je me suis trompé, je le reconnais, avez-vous dit. Est-ce que vous ne seriez pas en train de polir votre image avec quelques arrière-pensées politiques? Non, je suis quelqu'un de très franc. Et je pense que d'ailleurs, on me reproche toujours cette franchise. On me dit parfois, Gérald Darmanin, il est clivant, il est peut-être un peu trop volontaire. J'ai toujours dit ce que je pensais. Toujours. Oui, je pense. Si demain on vous propose Matignon, vous irez? Mais encore une fois, la question ne se pose pas parce que je suis ministre de l'Intérieur et à mon poste. Et c'est un magnifique travail que d'être ministre de l'Intérieur. Vous savez, On est prudent. Non, parce que quand vous avez 40 ans, j'ai 40 ans. Voilà. Je suis le fils d'une femme de ménage, j'ai 40 ans, je suis face devant vous, je parle au français. Et je trouve que la République est très belle pour moi.